À la une, l'ouverture ce lundi à Paris du Forum des marchés émergents, rencontre à laquelle prend part le président ivoirien Alassane Ouattara a co-animé un panel avec l'ancien directeur général du FMI et l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne. Nous irons à Paris en début de journal. Les épreuves sportives du BEPC devraient démarrer ce lundi partout en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, ces épreuves ont été perturbées par une grève des enseignants et une autre menée par des étudiants. Au lycée classique de Cocody notamment, des jets de pierre entre élèves ont fait plusieurs blessés. Des cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et le mouvement Les Amis du Golfe se souviennent du 11 avril 2011, date de la fin de la crise post-électorale ivoirienne. 5 années après, les initiateurs disent célébrer la restauration de la démocratie et de la liberté retrouvée. Et puis, à l'étranger, les chefs de la diplomatie des pays du G7 ont plaidé aujourd'hui au Japon pour un monde sans armes nucléaires dans une déclaration dite de Hiroshima après une visite historique de l'Américain John Kerry au mémorial de cette ville, symbole de la bombe atomique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Il enregistre la présence d'illustres personnalités du monde politique, des finances et de la banque. Le Forum des marchés émergents s'est ouvert ce lundi à Paris, rencontre à laquelle prend part le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a co-animé un panel avec l'ancien directeur général du Fonds monétaire international et l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne. L'enjeu est de proposer des solutions face aux défis globaux entre aujourd'hui et 2050. La correspondance de notre envoyé spécial à Paris, Abiba Dambélé-Sawé. Le président Alassane Ouattara est l'invité spécial du Forum des marchés émergents, une organisation à but non lucratif créée en 2005, dirigée par d'imminentes personnalités telles que l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler, l'ancien président des Philippines, Fidel Ramos, ou encore l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Camdessus. De 2005 à ce jour, le Forum des marchés émergents a tenu 24 rencontres à travers le monde. Ces forums sont répartis entre la réunion globale annuelle et les forums régionaux, comme celui tenu à Abidjan en 2013. À Paris, un livre sera présenté. Il s'intitule « Le monde en 2050 pour une communauté mondiale plus juste, plus prospère et plus harmonieuse ». Ses auteurs, 26 éminentes personnalités, déclinent plusieurs scénarios d'un monde envisageable pour 2050. Le scénario central propose une vision positive d'un monde meilleur, plus prospère et plus harmonieux, qui verrait s'atténuer les différences les plus aiguës entre Nord et Sud, entre monde développé et en développement. Le président Alassane Ouattara s'inscrit dans cette démarche. C'est un document qui nous permet à nous, les hommes politiques en tout cas, de ne pas trop nous focaliser sur le court terme, sur la prochaine élection, mais de voir plutôt les prochaines générations. Vous savez, 35 ans, c'est quasiment 2 générations. C'est une opportunité de voir comment nous voulons que le monde soit un meilleur endroit pour nous tous. Et je crois qu'il y a un certain nombre de leçons à retenir. Et moi, je suis particulièrement frappé par la place que l'Afrique et les jeunes auront donc, dans les 35 prochaines années. Et cela nous interpelle et nous demande de faire encore plus d'efforts par rapport à la place de la jeunesse pour le futur. Et je pense que ça nous permet de regarder le long terme et de nous assurer que ce que nous faisons aujourd'hui doit toujours tenir compte de l'avenir. Et que l'Afrique aura une place importante. Les pays en développement en général, la place de la classe moyenne, la place des femmes, la place de la jeunesse. Et c'est une occasion pour nous de nous dire qu'il faut nous concentrer davantage sur la notion de créer des emplois pour les jeunes. Nos solutions sont celles que nous mettons en place. Les 4 dernières années, nous avons bien réussi, que ce soit toute la sous-région, le continent, le monde. Moi, je suis très heureux de voir que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va un peu plus vite et un peu mieux que ce qui est requis pour réaliser la performance qu'on attend d'elle pour 2050. Alors la seule chose que j'attendrai de la Côte d'Ivoire en tant qu'auteur ou co-auteur de cette étude, c'est qu'elle continue sur ce chemin. Et une fois de plus, elle surprendra le monde. Le Forum de Paris sera marqué par une intervention spéciale du président Alassane Ouattara le mardi 12 avril sur le thème « L'Afrique en 2050, les défis d'une bonne transition démographique ». L'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, co-animateur avec le président Ouattara de ce panel sur les défis globaux
entre aujourd'hui et 2050, s'engage à inviter les investisseurs allemands à privilégier des investissements en Côte d'Ivoire, promesse faite par Horst Köhler au cours d'un tête-à-tête qu'il a eu avec Alassane Ouattara en marge du forum. Autre personnalité reçue à Paris par le chef de l'État cet après-midi à l'hôtel Plaza Athénée dans le 8e arrondissement de Paris, Raila Odinga, l'ancien Premier ministre du Kenya. L'autre compte rendu d'Abiba Dambélé Sawé. En marge du Forum des marchés émergents, le président Alassane Ouattara a reçu l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur des questions économiques, notamment les potentialités de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'est dit heureux et fier de rencontrer cet ancien directeur général du Fonds monétaire international. Je voudrais le remercier pour ses conseils, pour son expérience et pour également le soutien qu'il compte nous apporter pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. There is progress in Côte d'Ivoire, in West Africa. Je vois du progrès en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest et je suis très heureux de parler aussi avec la communauté de business en Allemagne pour leur dire que c'est vraiment une région où ça mérite d'investir. La seconde personnalité à être reçue par le chef de l'État est l'ancien Premier ministre kenyan, Raila Odinga. Avec lui, le président Alassane Ouattara a évoqué la crise post-électorale et le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Alain Odinga a été avec nous en Côte d'Ivoire quand nous étions à l'hôtel du Golfe, donc c'est une journée mémorable de le recevoir ici. Nous participons tous les deux au Forum des marchés émergents, donc le Premier ministre a bien voulu venir nous saluer, échanger avec nous, nous parler du Kenya, nous lui avons parlé de la Côte d'Ivoire, et donc pour lui dire que depuis le 11 avril 2011, beaucoup de choses se sont passées, la Côte d'Ivoire va bien. The first time I met him was at the Hotel du Golfe. Le Premier ministre a salué même le président de la République Côte d'Ivoire, le courage où il a eu pour avancer son pays, pour avoir la reprise d'économie. Il a rencontré monsieur le président à l'hôtel de Golfe en 2011 où il était pendant des mois. Donc ils sont venus lui parler d'avoir la paix en pays, donc où le pays avait la guerre donc, entre l'opposition et le président. Donc le président a eu communication avec le Premier ministre pour négocier comment pour avoir la paix en Côte d'Ivoire. Donc là, Côte d'Ivoire va mieux depuis 2011. Là, le pays est en plein développement. Toutes ces personnalités participent au Forum des marchés émergents qui se tient du 11 au 12 avril à Paris. À près de 8000 km de Paris, on retrouve cette fois le chef du gouvernement ivoirien qui est depuis hier à Washington, aux États-Unis. Daniel Kablan-Duncan est allé prendre part aux réunions de printemps Banque mondiale, Fonds monétaire international, réunion qui débute officiellement le 15 avril prochain. Plusieurs étapes sont inscrites à l'agenda du Premier ministre. On les découvre avec Francis Boifo. Daniel Kablan-Duncan aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI du 15 au 17 avril prochain. En plus des réunions statutaires des deux institutions financières, le chef du gouvernement ivoirien prendra part à des panels d'échange de haut niveau sur des questions d'enjeux mondiaux. La mise en œuvre des engagements face au changement climatique lors de la COP21 à Paris en décembre 2015, le ralentissement de la croissance économique et plus particulièrement des pays émergents et les objectifs du développement durable. Daniel Kablan-Duncan fera aussi le point sur l'état et les perspectives de la coopération entre le FMI, la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, avant d'insister sur la nécessité pour ces institutions d'accompagner la Côte d'Ivoire à atteindre l'émergence en 2020 par la mise en œuvre du Plan national du développement PND 2016-2020. C'est un plan d'action estimé à 30 000 milliards de francs CFA, dont 11 284 milliards de financement pour le secteur public et 18 716 milliards de francs CFA pour le privé. Des discussions de haut niveau sont également prévues entre le Premier ministre et les dirigeants du groupe de la Banque mondiale sur la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat pays 2016-2019 qui a été approuvé en septembre 2015. Avant de regagner Abidjan le 19 avril prochain, le chef du gouvernement ivoirien et sa délégation auront des rencontres avec des partenaires pour concrétiser le projet de financement
dans les filières du cacao et de l'anacarde en cours de préparation. Retour à l'actualité dans la capitale économique ivoirienne avec cette rencontre des directeurs généraux de police et chefs de bureaux centraux et nationaux d'Interpol des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle s'est ouverte ce lundi pour approfondir la lutte contre le terrorisme. Plusieurs ambassadeurs de pays ouest-africains ainsi que le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité y prennent part. Ce qui est envisagé, c'est la mise en œuvre d'une stratégie commune renforcée pour enrayer le terrorisme. Kader Ouattara, Hamza Diaby. La lutte contre le terrorisme international rassemble de plus en plus. Dans cette dynamique, une formation à l'endroit des directeurs généraux de police et des chefs de bureaux nationaux et centraux d'Interpol de l'Afrique de l'Ouest a débuté ce lundi 11 avril. Objectif, réfléchir sur les stratégies, les méthodes de lutte et les moyens d'action contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Présent à l'ouverture de cette rencontre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a salué la tenue de cette formation qui permettra de mutualiser les efforts. C'est important qu'au niveau des chefs de police, au niveau d'Interpol, il y ait une vraie réflexion pour adapter les postures et les stratégies de notre réponse. Aussi, Ahmed Bakayoko a-t-il mis un accent particulier sur le partage des renseignements entre les services. Il en veut pour preuve la coopération ivoiro-malienne qui a permis d'élucider une partie de l'enquête sur l'attentat de Grand Bassam. La coopération avec le Mali a très bien fonctionné. Grâce à des informations données par les services ivoiriens, ils ont réussi à interpeller déjà 2 personnes. Donc le partage de l'information sur ce qui s'est passé à Bassam va permettre de démonter la cellule. Au terme de cette formation, des propositions seront faites aux États en vue d'adopter une posture commune face à la menace djihadiste. Après la réunion quadripartite des ministres en charge de la sécurité du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui a eu lieu les 23 et 24 mars dernier à Abidjan, c'est la 2e fois que des assises se tiennent dans le cadre de l'expérimentation dans la lutte contre le terrorisme. Abidjan abrite le siège du bureau d'Interpol pour l'Afrique de l'Ouest depuis 1994. La Banque africaine de développement BAD apporte son appui à la Côte d'Ivoire pour l'insertion professionnelle des jeunes. Dans le cadre de la première phase du projet TIMSE, 1000 jeunes ont bénéficié de formations dans plusieurs domaines d'activité, instruction au terme de laquelle plusieurs d'entre eux ont reçu des chèques pour leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Le point de Grace Kando. 1000 jeunes issus des 18 communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont été formés à divers métiers. Ce, grâce au programme d'appui à l'amélioration de l'employabilité et de l'insertion des jeunes dénommé TIMO. Nous avons l'obligation de trouver des opportunités d'emploi à tous ces jeunes, qu'ils soient diplômés, qualifiés ou non. Ce programme qui s'articule autour de 3 composantes majeures traite dans son entièreté de la problématique éducation, formation et emploi. Une formation appuyée par la Banque africaine de développement BAD. La Banque a conscience que beaucoup reste à faire pour relever durablement les défis de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire et dans les autres pays d'Afrique. À cet égard, elle élabore une stratégie décennale 2016-2025 sur l'emploi des jeunes en Afrique afin de créer environ 25 millions d'emplois pour les jeunes et impacter la vie de près de 50 millions d'individus. L'exécution de la première phase du projet a permis aux jeunes d'élaborer des plans d'affaires. 123 jeunes ont reçu des chèques pour leur projet sous forme de prêts remboursables. Aujourd'hui, pour nous commence une autre vie. Certains d'entre nous, avec leur épargne, ont démarré leur petite activité. D'autres, avec les prêts reçus, ce jour suivront. Nous voulons du plus profond de notre cœur vous dire merci. La deuxième phase du projet a été lancée. Elle concerne 1000 autres jeunes. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle évalue les capacités des établissements privés sous sa tutelle. Paul Kofi veut assainir le secteur pour un enseignement et une formation de qualité. Il a visité ce lundi le Centre d'enseignement supérieur et des technologies internationales d'Abidjan. Le reportage d'Herman Yamia.
Visite de travail du ministre Paul Kofi Kofi au Centre d'enseignement supérieur et des technologies internationales d'Abidjan Cestia 2EP. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend ainsi s'imprégner des réalités et des capacités pédagogiques des établissements du privé sous sa tutelle. Au groupe Cestia, le ministre s'est réjoui de voir une grande école modèle dotée d'un équipement de pointe pour une formation de qualité. Il a félicité le président fondateur Sidibé Pasta pour ses nombreux acquis qui marquent le sérieux et le dynamisme du groupe. Et je suis émerveillé parce que je constate que cet établissement a tout un dispositif d'infrastructure de haut niveau qui nous donne la garantie que les enfants sont bien formés. C'est un exemple que nous allons mettre sur la table dans le cadre de l'assainissement des établissements privés pour qu'on s'inspire de ce qui est fait ici. Pour le fondateur, il s'agit de continuer à rester dans l'excellence en s'équipant davantage, en ouvrant de nouvelles filières innovantes. Le ministre nous a fait voir son projet d'assainissement des écoles. Cela voudrait dire qu'il appartient à chaque fondateur de mettre tout en œuvre, de mettre un cadre de vie à la disposition des enfants, mettre la pédagogie comme le train de l'émergence dans la formation et l'éducation des enfants. Le ministre Paul Kofi Kofi est reparti satisfait. Il entend poursuivre ses visites dans d'autres écoles privées en vue d'assainir le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'actualité ce lundi, c'est aussi cette manifestation des étudiants dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie et d'études et dénoncent la réquisition prochaine des résidences universitaires dans le cadre des prochains Jeux de la francophonie. Des heurts ont tout de suite éclaté entre des policiers et ces étudiants. En image, cette grève à l'université d'Abidjan a certainement eu une incidence sur les épreuves sportives du BEPC, initialement prévues pour démarrer ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Ces épreuves ont finalement été perturbées par une autre grève, celle des enseignants. Au lycée classique de Cocody notamment, des jets de pierre entre élèves ont fait plusieurs blessés. Et puisqu'on parle d'éducation, intéressons-nous maintenant à un phénomène peu commun, des élèves sourds dans des classes pour élèves normaux. L'expérience a débuté il y a 3 ans à l'inspection primaire de Yopougon. Cette initiative du ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, vise à intégrer les élèves malentendants dans des écoles fréquentées par des élèves ne souffrant pas de ce handicap. Comment se déroule cette formation? Quels résultats scolaires pour les élèves sourds? Pour en savoir un peu plus, on suit ce dossier signé Michel Digré. Nous sommes à l'école primaire publique Sogefia Gare 1 à Yopougon. Parmi les 50 élèves de la classe de CE2, 3 sont des malentendants. Pour 3, quels sont les nouveaux mots que nous avons vus? Les cours sont dispensés concomitamment en français et en langue des signes. Cette expérience dénommée École inclusive a démarré en octobre 2013. 12 enfants issus de l'école ivoirienne des sourds sont alors intégrés dans 4 classes ordinaires de l'inspection primaire de Yopougon. Nous avons en moyenne près de 250 enfants ici à l'école des sourds chaque année, alors que nous refusons presque le même nombre chaque année pour défaut de place dans les classes. Si vous habitez hors de la commune de Yopougon et que votre enfant est malentendant, vous n'avez pas beaucoup de chance qu'il puisse aller à l'école. Mais le deuxième volet est plus important pour nous. C'est le fait qu'il n'y a plus de stigmatisation vis-à-vis de ces enfants. L'école inclusive pour lutter contre les stigmatisations. Pour y arriver, des instituteurs sont sélectionnés et initiés au langage des signes par l'ONG Société sans barrières. Apprendre les signes, c'est comme apprendre le français ou l'anglais, ou encore l'allemand et l'espagnol. La langue des signes est une langue comme toute autre. La formation n'est pas vraiment difficile. Beaucoup d'enseignants sont vraiment disposés à apprendre. Après 3 années d'expérimentation,
Le projet a dépassé le stade de bégaiement. L'avantage de ce système est que les enfants dits normaux apprennent la langue des signes. Et cet apprentissage leur permet d'échanger avec les enfants sourds. Parmi vous, qui veut signer? Monsieur, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. C'est juste? Les élèves, eux, semblent s'épanouir dans cette cohabitation. Il ne se plaint pas trop, il ne me tape pas trop, et puis il prend ma défense. J'échange avec ma voisine, elle me touche souvent pour pouvoir suivre. Quand le maître au tableau il explique des choses, avec elle, j'arrive à suivre. Quand j'ai la tête baissée, elle me touche pour que je puisse suivre ce qui se passe. Si au niveau du verbe, les élèves normaux ont le monopole, en ce qui concerne les résultats scolaires, ce sont plutôt les sourds qui mènent souvent le bal. En témoignent les performances de l'élève Kwasi Abraham. Le CE1, il est premier de sa classe, de premier, aujourd'hui il est au CM1, il est deuxième de sa classe. Et ce n'est pas seulement Abraham, comme Abraham, nous en avons plein à Gassou 1 dans les autres écoles. C'est au quartier PK18 à Abobo que nous retrouvons les parents du jeune Abraham, qui sont plus que satisfaits de l'expérience de l'école inclusive. Je suis tellement contente. Il y a des gens, ils entendent, ils n'arrivent pas à être premiers. Puis mon enfant, il est discipliné, calme, depuis à bas âge. En tout cas, bien avant qu'il n'ait pas à l'école, il recopiait les mots. Il prenait les cahiers de mes petits frères et puis il recopiait. S'il voit quelque chose à la télé, il dessine. C'est ce qui m'a motivé à l'envoyer à l'école. Si nous réussissons, nous pourrons faire en sorte que de telles écoles ouvrent pratiquement sur tout l'ensemble du territoire national. Nous aurons donc réussi à satisfaire à cette double demande, faire de l'éducation et montrer qu'un enfant, qu'il soit gaucher, qu'il soit albinos, qu'il soit malvoyant ou malentendant, a également droit à l'éducation à l'intérieur d'un groupe social sans qu'il y ait de stigmatisation, sans qu'on dise celui-ci, il est malentendant, il est bègue, on se retourne sur son passage. C'est contre ça que nous luttons plutôt. À ce jour, 3 promotions d'enfants malentendants, soit 44 élèves, fréquentent régulièrement les mêmes écoles que les enfants dits normaux. Les 31 enseignants des écoles cibles communiquent en langue des signes et ont atteint un niveau d'autonomie suffisant. En politique, des cadres du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix et le mouvement Les Amis du Golfe se souviennent du 11 avril 2011, date de la fin de la crise post-électorale ivoirienne. 5 années après, les initiateurs disent célébrer la restauration de la démocratie et de la liberté retrouvée. Le ministre d'État Oussoukou Diogeno, parrain de la cérémonie à la tribune, a exhorté à plus d'union. Ben Touré, Michel Digré. Ils étaient tous des occupants de l'hôtel du Golfe pendant la crise post-électorale en 2011. Ce 11 avril, ils ont tenu à retourner sur les lieux pour se souvenir du jour où ils ont retrouvé la liberté de leur mouvement. Eux, ce sont les Amis du Golfe et les jeunes cadres du RHDP. En revenant sur cet exercice de devoir de mémoire, il s'agit non seulement de nous rappeler, mais de rendre aussi hommage à toutes ces personnalités, mais aussi ces prisonniers imprévus. Je parle des militants qui étaient venus ici le 16 pour marcher juste pour demander l'installation de Bouaka Pascal, mais qui sont retrouvés par milliers ici à dormir dans des conditions difficiles. C'est dans cet isolement que l'idée de la création d'un parti unifié a germé dans les esprits des deux présidents, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, a révélé Adama Bictogo, représentant du directoire du RHDP. Et je m'en souviens encore lorsque Didier Madi, en son temps, était donc le président du directoire. Nous fûmes donc convoqués par le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, nous instruisant donc d'entreprendre la réflexion au fin de mettre en place le parti unifié. C'est vous dire déjà que 5 mois, c'est vrai, c'est pas 5 ans, c'est pas 50 ans, mais une relation ne vaut que par la densité de la relation.
Pour le ministre d'État Oussoujano, parrain de la cérémonie, la commémoration du 11 avril doit être le symbole de l'union et de la solidarité entre tous ceux qui ont eu, à un moment donné, le même destin. Ceux qui ont versé leur sang, c'est ça qui fait notre union. Ce sang nous appelle à être plus conquérants, conquérants économiquement, conquérants socialement, à être des patriotes économiques, des patriotes sociaux pour bâtir une grande Côte d'Ivoire. Anecdotes, témoignages, expositions photos pour retracer le vécu de ceux qui étaient retranchés 5 mois durant à l'hôtel du Golfe jusqu'au 11 avril 2011, date de l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo et qui a marqué la fin de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. On en vient à la présentation du rapport national de la participation de la Côte d'Ivoire à la conférence des partis COP21 à Paris qui s'est tenue. La cérémonie s'est tenue vendredi dernier au Radisson Blu Hotel sous la présidence et la présence du chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. Il a été également question d'échanger autour d'une table ronde sur la nécessité de créer une organisation sous-régionale pour gérer les problèmes environnementaux de manière concertée. Le point de Michel Dicré. Les ministres en charge de l'environnement en Afrique de l'Ouest engagés à trouver des solutions concertées face aux défis environnementaux dans l'espace CEDEAO. C'est ce qui ressort de la table ronde au cours de laquelle les différents ministres ont donné les enjeux de la création d'une organisation ouest-africaine de l'environnement. L'environnement n'est pas un secteur, mais une préoccupation régionale. Si on a pu mettre en place l'Organisation ouest-africaine de la santé, alors encore plus pour l'environnement, il faut qu'on puisse mettre une organisation ouest-africaine parce que justement, les problèmes qui découlent de l'environnement ne peuvent être abordés par un pays. 2 autres panels ont également permis de mener la réflexion sur la mise en œuvre des accords de la COP21. Le premier est consacré au transfert de technologies pour la lutte contre les changements climatiques. Le second, lui, a porté sur les stratégies de financement pour la mise en application des accords de la COP21 en Afrique. Des échanges qui ont affiché la volonté de toutes les parties prenantes à faire la promotion de l'environnement et celle du développement durable. À l'étranger, les chefs de la diplomatie des pays du G7 ont plaidé aujourd'hui au Japon pour un monde sans armes nucléaires dans une déclaration dite de Hiroshima après une visite historique de l'Américain John Kerry au mémorial de cette ville symbole de la bombe atomique. Hiroshima a vécu une journée historique ce 11 avril. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un secrétaire d'État américain, John Kerry en l'occurrence, a rendu hommage aux 140 000 victimes directes ou indirectes de la bombe atomique. Jamais un haut responsable américain d'un tel niveau n'avait effectué une visite au mémorial de la paix de cette ville qui a subi le premier bombardement atomique de l'histoire. Je tiens à dire combien je suis ému sur le plan personnel et honoré d'être ici pour la première visite d'un secrétaire d'État dans cette charmante ville de Hiroshima. Ça nous rappelle tous combien les choix de guerre sont extraordinairement complexes et de ce que la guerre a fait aux gens, aux communautés, aux pays, au monde. S'il n'a pas présenté des excuses formelles de son gouvernement, John Kerry, tout en encourageant le président Obama à se rendre à son tour à Hiroshima, a fustigé le comportement de la Corée du Nord qui multiplie ces derniers temps des essais nucléaires. Tout le monde devrait visiter Hiroshima et quand je dis tout le monde, je veux dire tout le monde. Donc j'espère qu'un jour le président des États-Unis fera partie de ce tout le monde qui pourra venir ici. C'est pour cette raison que ce que fait Kim Jong-un est une aberration par rapport à la direction dans laquelle le monde veut aller. Cette visite de John Kerry se situe dans le cadre d'une réunion des chefs de la diplomatie du G7 en prélude au sommet de l'institution qui se tiendra fin mai au Japon. Little Boys avait été largué sur Hiroshima le 6 août 1945 pendant la Deuxième Guerre mondiale. En sport football, Touré, Clémentine et ses filles ne seront pas au rendez-vous de la CAN féminine 2016 au Cameroun. Battues à l'aller au Caire en Égypte, les éléphantes se sont imposées cet après-midi à Abidjan sur un score de 2-1, score insuffisant pour prendre part à la grande messe du football féminin continental. Il ne leur reste plus que des pleurs et des regrets. Les Ivoiriennes ne seront pas au rendez-vous du Cameroun pour la CAN 2016, et ce,
malgré leur victoire à 2-1 face aux Égyptiennes à l'issue du match comptant pour la manche retour du dernier tour des éliminatoires de cette compétition continentale. La faute à un manque de réalisme et de lucidité des filles de Clémentine Touré, qui avaient pourtant en face une équipe égyptienne largement à leur portée. Retranchés dans leur camp, les pharaons vont subir les multiples assauts des éléphantes, qui seront d'ailleurs récompensés à la 37e minute grâce à Elo Amon Rebecca. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Le deuxième but intervient à la 43e minute par Tia Inès. À 2-0, l'espoir d'une qualification en phase de poule est permis. Mais à la deuxième mi-temps, les Ivoiriennes se relâchent quelque peu et les Égyptiennes en profitent pour sortir de leur camp. Elles vont d'ailleurs concrétiser la seule occasion qui s'offre à elles, à la 86e minute, pour briser les espoirs des Ivoiriennes. À 2-1 au coup de sifflet final, les Ivoiriennes qui avaient été battues 0-1 au match aller sont éliminées. Pas de CAN 2016. 20h30, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.